Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre notre nouveau rendez-vous du cycle Féminisme et santé, le 12e si je ne me trompe pas. Ce matin, on est vraiment ravis d'accueillir Charlotte Pézéril. Bonjour Charlotte. Bonjour. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Super. parfait. Impeccable. Et voilà, on va explorer ensemble ce matin le rôle des femmes et des luttes féministes dans la réponse au VIH-Sida. Donc moi, je suis Sarah Mimi Machado, je travaille chez Equipop où je m'occupe notamment des questions de formation et de production des savoirs. Et de mon côté, je vais animer cette rencontre depuis Marseille. Alors, pour commencer par un petit point logistique, l'événement, il est enregistré. Alors, je vais essayer de... Voilà. L'événement est enregistré et on vous demande, voilà, comme vous avez l'habitude de le faire, de bien garder vos micros fermés. Là, l'intervention, elle va se faire en français, mais il y a une traduction simultanée en anglais. Je pense que dans le chat, vous pourrez trouver tous les éléments. N'hésitez pas à écrire si vous avez la moindre difficulté. Voilà, Charlotte, aujourd'hui, je crois qu'elle nous parle depuis l'Europe, mais dans les personnes qui se sont inscrites, voilà, ça vient de différents continents. Je crois qu'on dénombre quasiment une vingtaine de pays parmi les personnes qui se sont inscrites. Donc on en est très contente. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences, poser des questions dans le chat. C'est vraiment des contributions qui sont précieuses. Et voilà, pour celles et ceux qui ont l'habitude, on pourra y revenir à la fin de l'échange. On prendra un temps pour répondre à toutes ces questions. Enfin, un dernier point logistique. À l'issue de cet échange, il y aura une publication, une sorte de synthèse de 4 pages qui sera partagée sur le site internet d'Equipop. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les synthèses des sessions précédentes. Alors, le point logistique étant fait, je me permets d'arrêter le partage. Je ne sais pas si c'est bon. Voilà, comme ça, je vois Charlotte un peu plus grande, c'est plus sympa. Donc, avant de te donner la parole, Charlotte, je voulais juste prendre un petit moment pour reposer un peu le contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir les uns et les autres qu'on traverse une période particulièrement difficile. On assiste à des reculs inquiétants des coupes dans les financements internationaux sur la santé mondiale, des attaques répétées contre les droits sexuels et reproductifs, des politiques conservatrices et autoritaires qui se généralisent. Et dans la lutte contre le VIH-Sida, ces coupes budgétaires, notamment dans l'aide au développement, elles vont fragiliser directement l'action des associations communautaires et peut-être même de manière plus prégnante, celles qui travaillent avec des approches féministes et intersectionnelles. Donc encore une fois, c'est les populations qui sont les plus marginalisées qui en paient le prix. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, peut-être femmes migrantes, travailleuses du sexe, les personnes trans, les personnes racisées, euh, qui paient le prix de ces coupes. Et leur accès à la prévention, aux soins et à l'accompagnement devient d'autant plus difficile dans ce contexte. Et paradoxalement aussi, si ces personnes, elles sont surreprésentées parmi celles qui vivent avec le VIH dans certaines régions, elles sont toujours très largement absentes des espaces de décision et invisibilisées, hein, on en reparlera, dans les politiques publiques de prévention. En plus de ce contexte, s'ajoute une politique migratoire européenne qui est de plus en plus violente, qu'on peut aussi qualifier de raciste, et qui rend les conditions d'existence précaires et instables, et très souvent aussi incompatibles avec la continuité des soins. Donc, dans ce contexte, pour nous, c'était important de se redire que le VIH, n'est pas qu'un enjeu biomédical, c'est une question qui est profondément politique, sociale et féministe. Le VIH, ça touche au corps, ça touche aussi finalement aux frontières, au savoir et au rapport de pouvoir. Et face à tous ces défis, on voit vraiment les luttes féministes, les solidarités transnationales comme étant absolument nécessaires. C'est aussi
au regard de ce contexte, et de cette nécessité finalement de solidarité, de créer des alliances que, à Equipop, bah, on aime, tant s'octroyer du temps pour ces moments d'échange comme celui qu'on a, aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on a toutes et tous, peut-être encore plus, besoin maintenant qu'avant, de ces espaces où on peut se poser, se ressourcer, dialoguer et puis finalement, voilà, se mettre, en mouvement ensemble autour, des questions, qui nous animent. Donc c'est justement, pour nous tout le sens de la création de ce cycle, Féminisme et santé. Donc peut-être pour celles et ceux, qui nous rejoindraient, pour la première fois aujourd'hui, même si je pense que maintenant la plupart d'entre vous, connaissent bien ce cycle. Juste se redire que, bah, Féminisme et santé, c'est un cycle qui cherche, à explorer dans différents espaces géographiques et disciplinaires, les apports féministes en matière de santé et plus largement d'en discuter les implications en termes de pratiques et de politique. Ce cycle, c'est aussi un cycle d'alliances, des alliances avec nos invités évidemment. Et là, j'en profite bah, pour te remercier à nouveau Charlotte, mais aussi toutes celles et ceux qui ont accepté de nous partager leur savoir, mais aussi des alliances finalement avec toutes les personnes qui nous suivent dans ce cycle depuis maintenant, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, Marion n'hésite pas à corriger dans le chat, mais novembre 2019. Voilà, et qui viennent donc, on l'a dit en introduction, de plusieurs pays. Alors, pour revenir très rapidement sur les événements, les sessions passées, on voulait aussi vous dire que la discussion d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans une volonté plus large pour nous de venir questionner la lutte contre le VIH-Sida dans une perspective féministe. En avril, on a eu une discussion passionnante avec 3 actrices engagées dans cette lutte contre le VIH. Ça nous a permis de parler des réponses féministes, des stratégies d'alliance, des plaidoyers à mettre en œuvre, et puis de voir comment finalement articuler action politique, mobilisation locale et savoir critique pour faire face au backlash. C'était l'occasion aussi de rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, que finalement cette lutte, elle est résolument féministe et politique. Donc aujourd'hui, on va poursuivre cette réflexion, on va creuser ces éléments-là avec Charlotte et voir ce que le VIH donne à voir des rapports de domination, de genre, de classe, de race, de statut sérologique, de politique migratoire, etc. Voilà, donc un super programme nous attend. J'ai hâte qu'on puisse, et je pense que c'est partagé par tout le monde, donc on peut dire on a hâte de plonger dans tout ça. Euh, voilà, donc petite introduction faite, bah maintenant je peux accueillir très officiellement Charlotte, donc rebonjour et bienvenue. J'espère que tu vas Merci. bien. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et merci pour cette belle intro. Bah, je vais me permettre de te présenter très rapidement, mais voilà, n'hésite pas tout au long de l'échange à rajouter des choses. C'est vraiment 2 lignes et ça mériterait beaucoup plus. Mais donc, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, donc Charlotte Spézéril est anthropologue, chercheuse à l'Observatoire du SIDA et des sexualités à l'Université libre de Bruxelles. Et des travaux qui sont nombreux avec des publications récentes que je vous conseille d'aller voir. On pourra peut-être voilà, les partager après dans la synthèse, mais porte entre autres sur la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, les politiques de prévention et tout ça dans une approche résolument intersectionnelle. Donc pour commencer un petit peu en partant de tes travaux et de tes observations de terrain, j'aurais voulu que tu nous dises finalement dans les récits dominants sur le VIH, qui sont les femmes qu'on ne voit jamais? Et pour préciser un peu cette question, dans tes travaux, tu utilises le concept d'agnotologie, alors j'espère que je le prononce bien, qui a été théorisé par Robert Proctor et Nancy Tuana, et qui montre que voilà, certaines femmes sont souvent invisibilisées dans les discours de prévention et les politiques publiques. Et finalement, bah, la question, c'est pourquoi, alors qu'elles sont surreprésentées, elles continuent d'être invisibilisées, y compris dans nos espaces militants, ce qui est a priori moins intuitif. Et enfin, voilà, qu'est-ce que ce processus de silenciation de certaines femmes nous révèle aussi de potentiels processus de domination?
Voilà, donc une première question, bien dense. Mais voilà, je te laisse la OK. parole. Merci. Hem, Merci à toi. Alors peut-être pour commencer, revenir juste un petit peu sur l'histoire parce que, avant même que certaines femmes soient invisibles, il faut déjà se rappeler que l'ensemble des femmes étaient invisibles. C'est-à-dire quand le VIH arrive, tout début des années 80, il y a tous les débats scientifiques, mais on l'identifie, hein, au début, on l'appelle le GRID, Gay Related Immunodeficiency, et dans un cadre francophone, ça va être le cancer gay. Donc au départ, c'est vraiment identifié comme un virus dit homosexuel, hein, qui ne se transmettrait, qu'entre hommes. Et c'est que grâce, en fait, aux patients venant principalement de RDC, du Congo, et qui arrivent d'ailleurs en Belgique, et ce sont des patients et des patientes, hommes et femmes, que les médecins, dont le professeur Nathan Klumeg va signer le premier papier, qui date déjà de 1983, c'est assez tardif, et ça fait presque scandale à l'époque. Comment ça, c'est possible qu'il y ait une transmission hétérosexuelle et donc potentiellement que les femmes soient concernées? Hein, parce qu'on était encore à ce moment-là. Alors bon, s'il y a des femmes, c'est peut-être que, bon, leur vagin ne serait qu'une réserve de virus, hein, ne serait que des intermédiaires finalement entre, 2 hommes, on a donc mis déjà beaucoup de temps à se rendre compte que oui, les femmes, peuvent avoir le VIH, mais peuvent également, le transmettre. Après, mais ça a déjà été abordé, j'ai écouté effectivement, c'était, assez passionnant, l'échange que vous aviez eu il y a quelques mois. Hein, et c'est assez connu, le VIH a été identifié au départ comme venant de groupes à risque, avec les fameux 5 H, hein, les homosexuels, les héroïnomanes, les Haïtiens dans un cadre américain. Dans le cadre belge, c'était principalement les Congolais ou les Centrafricains, et les hookers pour, les prostituées ou travailleurs, travailleuses du sexe. Mais finalement, dans ce début d'épidémie, les femmes, quand elles n'apparaissent que si elles sont africaines ou d'origine africaine et ou prostituées ou travailleuses du sexe. Ce qui fait que cette, stigmatisation très précoce de l'épidémie, avec cette identification donc des 5 H, avec les hémophiles également, mais qui ont un profil un peu plus particulier, Hem, eh bien, ça va durablement impacter les représentations de l'épidémie. Il y a une publication récente de Vanessa Fargnoli, ce qui a vraiment quelques années, qui s'appelle «Invisible», mais avec le de VIH, et qui montre comment, c'est dans un cadre suisse, bah, les femmes hétérosexuelles vont d'abord ne pas se considérer à risque, ne vont pas être incluses dans les communications et vont être assez peu prises en charge par les associations de terrain. Donc en fait, cette invisibilisation a vraiment des conséquences très, très concrètes. Donc d'abord sur le vécu de ces femmes, il peut y avoir des délais de diagnostic, des réticences à aller justement dans les associations puisqu'elles leur parlent assez peu, des difficultés à dire sa séropositivité, et cetera. Donc ce déni de reconnaissance a vraiment des impacts très, concrets, et a aussi d'ailleurs des conséquences plus larges sur les essais thérapeutiques, hein. On sait que les femmes sont encore aujourd'hui, enfin, le sont quand même davantage, mais sont quand même peu inclus dans un certain nombre d'essais, et il y a des données toujours manquantes aujourd'hui, hein. Par exemple, sur les interactions entre la pilule contraceptive et les antirétroviraux, on a encore assez peu de données, là-dessus. Hem, Après, cette invisibilité, où c'est intéressant quand on s'intéresse, alors donc ce qui peut être appelé à l'agnatologie ou toutes les théories de l'ignorance, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, l'ignorance, c'est pas tant un processus de silenciation, mais vraiment tout un processus de production d'ignorance.
Hein, on a vu longtemps la science comme une marche vers le progrès, vers la connaissance. Heu, Là, on se rend compte que la production d'ignorance nécessite, en fait, autant de travail que la connaissance elle-même. Et c'est un processus à saisir, hein. En anglais, on parle de undone science, heu et il y a là-dessus, plusieurs types, d'ignorance et là, je fais référence à Nancy Tuana que tu as citée, sur ces épistémologies de l'ignorance, et elle distingue donc d'abord, il y a ce qu'elle appelle l'ignorance ignorée, c'est-à-dire on ne sait même pas qu'on ne sait pas. C'est ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne voit même pas. Donc comme je le disais là, par exemple, au tout début, hein, où, on ne voyait même pas que les femmes potentiellement pouvaient, transmettre, le VIH. Hem, le deuxième type d'ignorance, c'est, l'ignorance plus volontaire, hein, là qui est caractérisée par une volonté de ne pas savoir ou une indifférence de savoir. Ça ne nous importe pas de savoir. Hem, Là, dans l'histoire de l'épidémie, c'est davantage alors là, on est un peu plus tard, à partir de 86-87, où la majorité des pays européens va faire le choix, on parle d'universalisation du risque. Justement, pour contrer cette idée de groupe à risque, eh bien, on va avoir un discours public du «nous sommes toutes et tous concernés». Alors ce qui a effectivement des vertus, hein, et notamment de ne pas stigmatiser comme le faisaient les groupes à risque, mais qui à contrario, bah, du coup, renforce une certaine invisibilisation et dans un contexte européen où, on parle même, hein, de d'hantise de la question raciale, des difficultés à aborder, la question raciale, eh bien, il va y avoir une invisibilisation, notamment des patientes et des patientes, originaires et particulièrement d'Afrique, subsaharienne et avec également une difficulté, pour les acteurs, actrices de la lutte contre le VIH, en tous les cas pour la Belgique, donc le contexte que je connais, de trouver des subsides, de se faire reconnaître officiellement et donc d'être financé. Ce qui fait qu'il y a eu des initiatives, mais qui ont généralement, été le fait, du dynamisme d'une ou de quelques femmes, généralement elles-mêmes concernées, mais qui s'essoufflent très vite du fait de, cette absence, de reconnaissance et de financement. Et donc là, on s'approche davantage, vers un type d'ignorance qui est plus une ignorance activement produite, hein, du fait de ne pas reconnaître et de faire le choix finalement de ne pas reconnaître, ces associations et au nom là d'une ignorance plus épistémique. C'est donc, ça concerne, des groupes qui vont être désavantagés sur le plan épistémique parce qu'on va les estimer moins compétents ou moins capables que d'autres de porter, des projets ou de porter, une parole. Et l'article qu'on a écrit là-dessus avec ma collègue, Sarah Demarque et qui est un des plus récents, qui fait état donc, à la fois de ces enjeux théoriques, mais à nouveau, en fait, qui ont des conséquences très pratiques. C'est à partir d'un outil, qui est aujourd'hui estimé un outil majeur de la lutte contre le VIH, qui est la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition, du VIH, le fait de prendre ce traitement préventif. Eh bien, on se rend compte, encore aujourd'hui en Belgique, je pense qu'en France, les chiffres sont pas si lointains et en Grande-Bretagne pareil, on est à 99 99 d'utilisateurs qui sont des hommes. Donc les femmes passent complètement à côté de cet outil encore aujourd'hui, et notamment les femmes, afrodescendantes, alors qu'elles sont considérées aujourd'hui en Belgique comme une population tout à fait prioritaire. Donc on a là une contradiction majeure, contemporaine, et qui a des effets importants, en termes de santé et
On a donc expliqué beaucoup cette absence des femmes dans la PrEP au fait que, bah, c'est elles le connaissent pas, hein. Il y a moindre de connaissances ou elles sont moins intéressées parce que bon, bah, elles, la sexualité n'est pas un enjeu pour elles. Hein, on voit tout ce que ça implique derrière en termes de représentation, et des difficultés à saisir, hein, les femmes en tant que, autonomes, sexuellement et dans leur capacité, à avoir une sexualité. Heu, mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec ma collègue en faisant un peu la généalogie donc de la PrEP et de l'absence des femmes dans la PrEP aujourd'hui, c'est que cet outil n'a jamais été pensé pour elles. Heu, Tout a été fait pour que cet outil soit à destination et soit utilisé, par les hommes. Principalement parce qu'on les a vues comme non adhérentes. On a dit: «Ça va être trop difficile pour elles de suivre ce traitement préventif, c'est un procédé trop complexe». D'ailleurs encore aujourd'hui, il y a différentes prises de PrEP, hein, si on va même dans le détail, il y a la PrEP à la demande et la PrEP en continu. Heu, les femmes, afrodescendantes n'ont accès que à la PrEP, en continu et pas à la PrEP à la demande. Hem et donc voilà, ça montre comment, cette production d'ignorance est historiquement, en fait assez profonde, dans la lutte contre le VIH et comment ça s'est combiné historiquement pour finalement produire aujourd'hui des femmes non utilisatrices et dites ignorantes, de la PrEP. C'est bon. J'avais un souci de micro. Bah, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Hem, peut-être, pour approfondir, un peu cette dynamique et aller vers, un enfin poursuivre, ouais, cette dynamique autour des femmes migrantes. Comment finalement le parcours de ces femmes illustre, les effets conjugués que peuvent avoir les politiques migratoires, les enjeux de racisme et les normes de genre. Alors en utilisant cet exemple de la PrEP, on voit il y a des choses qui se dessinent déjà dans tout ce que tu as dit, mais voilà, peut-être, en quoi le parcours de ces femmes de manière, peut-être spécifique et que tu as beaucoup, étudié, je crois, permet d'illustrer ces effets conjugués et donc donne à voir aussi l'intérêt d'une grille d'analyse intersectionnelle pour mieux comprendre finalement les ressorts et les rapports de domination dans la lutte contre le VIH. Hem et puis de manière plus générale, comment, en termes de stratégie, féministe, à la fois de mise en visibilité, mais peut-être aussi de lutte dans ce domaine, on peut se saisir finalement, de cette approche intersectionnelle pour, bah, renforcer notre compréhension et puis nos modes d'action. OK. Donc je vais d'abord répondre effectivement à la question sur, les femmes, migrantes donc et leur parcours. Hem, alors d'abord, bien évidemment, ces parcours sont divers, hem et peut-être la première distinction, en tous les cas, en arrivant sur le territoire européen, beh, c'est dû bien évidemment à leur statut administratif, à leur reconnaissance ou pas, de en termes de séjour, hein, de régularisation, sur le territoire. Puisque, eh bien, cette régularisation conditionne un ensemble d'autres éléments tout à fait, importants, et donc l'accès à l'emploi, l'accès au logement, les revenus et donc finalement les capacités, d'autonomie, de ces femmes et aussi sur comment elles arrivent, sur ce territoire. Et donc si ce sont des femmes qui sont arrivées par, regroupement familial, par exemple, et bien ça peut potentiellement, pas toujours, hein, mais ça peut potentiellement créer une dépendance, supplémentaire et là, Kimberlé Crenshaw qui est un peu notre, 1re, voilà, enfin, il y a des débats sur, qui,
Il y a la maternité, hein, du concept d'intersectionnalité. Enfin, la juriste quand même Kimberly Crenshaw fait, on va dire plus ou moins l'unanimité, et elle a très, très bien montré, hein, comment, eh bien, justement, les femmes, étrangères peuvent se retrouver, à l'intersection, et donc échapper à la fois aux mécanismes antiracistes et aux mécanismes, féministes. Et là, par exemple, en Belgique, eh bien, une femme qui arrive du fait de son conjoint, et si malheureusement elle se retrouve, victime de violences conjugales, eh bien, se retrouve dans cette double contrainte. Soit je quitte, mon conjoint, mais potentiellement je perds ma régularisation, vu que la régularisation est conditionnée par le fait, d'être mariée, ou eh bien, je reste avec un mari violent pour garder, les papiers. Donc en fait, ces normes de genre vont, se conjuguer, hein, à, la fermeture, des politiques migratoires, et ça crée des parcours très compliqués, pour les femmes, donc surtout celles qui ne sont toujours pas régularisées, et aussi pour leurs enfants, hein, parce qu'on oublie souvent, mais il y a ces femmes, et elles n'arrivent pas toujours seules, et également, les enfants se retrouvent dans des situations, très complexes, donc en termes d'autonomie générale, mais en termes de discrimination, voire parfois d'accès aux soins, hein. La Belgique a été condamnée, il y a 2 3 ans, parce que, une femme n'avait pas eu, ses antirétroviraux dans un centre fermé. Hem Quand j'avais fait donc ça, c'est ma une recherche un peu plus, datée, enfin datée, il y a quelques années, sur justement la sérophobie et ce que j'avais appelé l'acte sérophobe. C'est-à-dire, c'est pas juste sur les conceptions ou les représentations, c'est à nouveau sur les conséquences très concrètes, que cela peut avoir. Et j'avais rencontré une femme, c'était une femme algérienne sans papier, et elle me disait: «Mais moi, je n'ai droit à rien. Je n'ai pas le droit de travailler, je veux, bah, mieux apprendre le français, beh, je n'ai pas le droit à des cours de langue, je n'ai le droit à rien», et donc finalement, dans le parcours de ces femmes, mais le VIH était presque accessoire, devenait presque dérisoire par rapport à l'ensemble des difficultés, auxquelles elles devaient faire face. Hem Quand on pense également aux femmes trans, bah, alors là, particulièrement en tous les cas en Belgique, d'Amérique latine, on sait qu'il y a une très forte prévalence, du VIH dans ces populations, mais on a encore très, très peu de chiffres. Parce qu'à nouveau, au niveau épidémiologique, bah, il y avait hommes-femmes, c'était complètement, invisibilisé, heu et ce dont on se rend compte, et là, aussi depuis assez peu, c'est que c'est la précarité, qui amène, le risque. Et là, ce sont parce que pendant très longtemps, on a estimé, en tous les cas d'un point de vue européen, que le VIH avec les migrants était une épidémie importée, hein. C'était vraiment: «Ah, c'est ces migrants qui arrivent pour se faire soigner chez nous», hein. Il y avait vraiment, bon, nous, on a même des déclarations de ministres, hein, qui allaient, en ce sens-là, hem, dans les années 90, dans les années 90. Donc c'était vraiment le paradigme dominant, pendant très longtemps, qu'on entend encore un peu, hein, malheureusement par nos politiques. Et là, il y a eu des grandes recherches, principalement des recherches françaises. Donc il y a eu l'enquête Parcours, il y a une enquête encore plus récente, Ganymède. Et bon, l'enquête Parcours a montré qu'en fait, c'était absolument pas négligeable les infections qui avaient lieu en arrivant en Europe. Sur le territoire, hein, c'était estimé, donc là, c'était sur les personnes d'Afrique subsaharienne qui arrivaient en France, on estimait que 30 à 40 des infections à VIH avaient eu lieu sur le territoire. Et comment on l'explique? On l'explique, ces premières années sur le territoire sont des années de très forte précarité. Et donc, et là, principalement d'un point de vue féminin, mais pas seulement, avec ce qu'on appelle maintenant le sexe transactionnel. C'est-à-dire, bah, d'accepter des relations sexuelles juste pour avoir un logement, donc pour avoir accès à on pourrait même dire à un minimum vital. Heu
Et donc en arrivant sur le territoire, mais on se rend compte aussi, comme le parcours lui-même se complexifie de plus en plus du fait de la fermeture de ses frontières et donc on n'a plus comme dans les années 80, c'était bon, pour la Belgique, il y avait beaucoup, par exemple, des visas avec des étudiants qui venaient avec un visa et qui pouvaient rester éventuellement ensuite. Là, on sait que les parcours sont très, très complexes, avec donc une multiplication des risques d'acquisition du VIH, mais des risques de violences sexuelles, hein. La question des violences sexuelles sur les parcours, de migration, hem, voilà, doit quand même attirer, notre attention et potentiellement à l'arrivée, également et donc là, la dernière étude, donc Ganymède que je citais tout à l'heure, là, on est à 60 donc là, c'est pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes qui ont migré en France, quelle que soit là l'origine, hein, que ce soit Amérique latine, Afrique, enfin tous ceux, qui venaient de hors Union européenne, on estime à 60 presque, donc plus de la majorité, en fait, des infections qui ont lieu sur le territoire français. Donc ça, c'est vraiment une chose assez récente et qu'on entend encore assez peu. Hem et puis, l'autre élément, c'est qu'on parle beaucoup de migration, et il faut bien évidemment en parler avec, comme je disais, cette question de femmes et d'hommes qui se retrouvent sans papier et là dans des contextes, moi j'avais même repris le concept d'Achille Mbembe de nécropolitique, parce que c'est presque une politique de la mort. Donc entre tous ceux qui meurent en Méditerranée ou dans ces traversées, du désert, mais ceux qu'on laisse que Mbembe dit: «Il y a la production presque de morts vivants». Hein, de personnes qui voilà, dont les perspectives sont tellement, bouchées, heu, que c'est assez, c'est d'abord tout à fait angoissant, pour eux, hein. Il y a une angoisse permanente. Il faudrait voir en termes de santé mentale, je pense que sur ces publics-là, il y aurait probablement, heu beaucoup de choses à faire. Hem mais en plus, ce que me disait c'était un homme, sans papier depuis, 8 ans sur le territoire belge, qui me disait: «Mais en plus quelque chose dont on pense jamais avec ces politiques migratoires, parce qu'ils compliquent l'accès au territoire. Sauf que ceux qui sont sur le territoire, en fait, il y en a il y a eu lui, mais d'autres qui m'ont dit après: "Mais moi j'aimerais retourner au pays"». Mais en fait, ces politiques migratoires, on pense fermer l'arrivée, mais on ferme aussi le départ. C'est ça qui est fou. Et beaucoup me disaient: «Mais j'ose même plus rentrer au pays parce que je sais que je pourrais pas revenir». Et donc en plus, c'est ça, c'est que, ça ferme l'arrivée, mais ça ferme les départs aussi et heu, ça empêche ces circulations. Mais donc la question migratoire est tout à fait fondamentale, mais il y a aussi la question raciale. Je sais que c'est difficile d'en parler, politiquement ça peut être complexe, mais dans cette enquête, autour de l'acte sérophobe, que j'avais mené, je m'étais rendu compte qu'en fait la sérophobie pouvait toucher et là les femmes identifiées comme noires, qu'elles émigraient ou pas. On a beaucoup qui étaient nées en Belgique, qui étaient absolument pas migrantes, et qu'elles aient ou non le VIH, de surcroît. Et il y avait notamment une jeune étudiante, qui faisait état d'un harcèlement, heu, par ses, comment dire? Enfin, par les autres étudiants, parce que quelqu'un la soupçonnait d'avoir le VIH et on l'appelait, excusez-moi du terme, mais c'était la pute à VIH. Et donc là, on a typiquement, cette intersection de sexisme, racisme, sérophobie, et qui fait que cette jeune fille, bah, avait quitté les bancs de l'université. Parce que sa vie était devenue, invivable. Hem, donc, heu, par rapport à ces constats, heu moi, oui, je défends, une approche intersectionnelle, elle me semble, absolument nécessaire, hem, parce que alors bien sûr au-delà, hein, parce que enfin, à la fois ça devient très à la mode, tout en étant des fois, je trouve, fait de manière un petit peu légère, parce que ça reste quand même l'intersectionnalité, c'est un complexe, mais c'est aussi, un
un concept, pardon, pas un complexe, un concept, mais un concept complexe. Hem, c'est aussi une méthodologie. Je trouve c'est aussi une manière d'essayer d'être attentif, aux phénomènes, à ce qui se passe, heu et donc au-delà des effets d'annonce, et au-delà surtout, d'une prise en compte, identitaire des questions et pour moi, tel que je le comprends et tel que le concept me semble intéressant, c'est pas tant des questions d'identité. Les questions d'identité, d'abord, m'intéressent assez peu et on tombe très vite dans quelque chose d'essentialisant. Heu, mais c'est de vraiment revenir à la matérialité des oppressions, à la matérialité des inégalités, des discriminations, des violences, en fonction d'un contexte donné et d'une problématique. Moi, ce qui m'intéressait, par exemple, c'était à partir du VIH, de voir quelles étaient les personnes, les groupes, qui subissaient, le plus, ces discriminations, ces inégalités, et ces violences. Et donc là-dessus, l'intersectionnalité est intéressante parce que, elle permet d'identifier, on va dire, les plus discriminés parmi les discriminés. Et donc c'est pas au-delà du groupe des femmes, bah non, le groupe des femmes n'est pas un groupe uniforme et au sein des femmes, certaines sont plus discriminées, que d'autres. Heu et aussi en fait, ça m'a frappée, et encore vraiment pour partir d'un exemple, parce que c'était il y a 2 semaines là en Belgique, j'assiste à des conférences et il y avait une conférence sur, la décolonialité en santé. Bon et 2 jours après, j'assiste à une conférence sur le genre en santé, parce que je suis beaucoup les conférences sur les questions de santé et donc voilà et en fait, la conférence sur la décolonialité n'abordait absolument pas la question du genre. C'était vraiment les hommes, les femmes, très naturalisant et la question du genre n'abordait pas du tout la question raciale. Sauf que les 2 faisaient état, d'études, sur la perception de la douleur des patients et des patientes par les professionnels de santé. Sauf que, qu'est-ce que nous disent ces études, récentes? Et il y a un groupe particulier ciblé, malheureusement, c'est souvent le même, hein, dans notre contexte européen, mais voilà, c'est que les professionnels sous-estiment largement la douleur des patientes noires ou identifiées, hein, comme noires. Ça, c'est toute la question aussi, voilà, de la race comme perçue par les intervenants. Heu et à nouveau avec des effets très concrets, une moindre prescription, d'antidouleurs chez ces femmes, voire même, hein, des fois, un sous-diagnostic de certaines pathologies ou même des diagnostics complètement ratés, hein, qui ont pu avoir, des effets importants et donc si ça, on ne le prend pas en compte, mais on passe des 2 côtés, voyez, si on prend pas en question la question du genre ou la question raciale et si on croise pas ces questions-là, eh bien, on passe d'abord à côté de certaines inégalités, et là importantes, hein, puisque qui ont des effets, qui peuvent aller même jusqu'à la mort de certaines personnes, heu et donc finalement, on prend le risque de ne faire que reproduire certaines inégalités et c'est en ça que pour moi, l'intersectionnalité aujourd'hui est fondamentale. Hem, parce que sinon on est dans des aveuglements, que ce soit d'un axe, ou ou d'un autre et qu'il faut alors même si c'est difficile et même si ça on abordera probablement après en termes d'alliances concrètes, oui, c'est compliqué. Ça va pas toujours de soi, mais en tous les cas, je pense qu'on doit toutes et tous essayer de veiller, à penser ensemble, ces questions. Merci beaucoup Charlotte, donc un plaidoyer adressé à toutes et tous. C'est passionnant, et ce que tu racontes fait écho à plein de choses. Peut-être juste, un point, voilà sur, les 2 conférences dont tu parlais, ça m'a fait penser la semaine prochaine, alors je crois que c'est que en présentiel, mais à vérifier en ligne. Il y a une journée d'études à Paris sur les violences médicales.
où ces questions-là vont être abordées normalement et c'est organisé entre autres par une militante féministe qu'on aime beaucoup chez Ekipop qui s'appelle Johanna Soraya Ben Amrouche. Voilà, et qui clairement ces questions décoloniales, genre dans une perspective intersectionnelle, seront largement abordées. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Je trouve que ça donne beaucoup de matière avec des éclairages à la fois issus de tes expériences de recherche et de rencontres, ces parcours de vie sur le terrain, mais voilà, qui sont conceptualisés. Et pour nous, c'est super important aussi d'avoir ces outils-là enfin, voilà, tu as parlé de production d'ignorance. Le concept, l'acte sérophobe, nécropolitique, tout ça, je me dis que ça va germer et essaimer dans nos têtes. Donc un grand merci. Alors, je me permets juste une petite parenthèse avant d'aller à la question suivante. N'hésitez pas, certains et certaines d'entre vous l'ont déjà fait, mais n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. On aura, je pense, voilà, une petite demi-heure pour y répondre, voilà, peut-être un peu moins. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Des fois, ça fait gagner un petit peu de temps. Ou même si vous avez des commentaires par rapport à ce qui est dit, c'est super intéressant. Enfin, ce sera intéressant de voilà, pouvoir confronter. Alors du coup, peut-être par rapport à voilà, tout ce contexte un peu dépeint et puis ces politiques, voilà, j'ai le mot discriminante en tête, mais même bien plus que ça. On va peut-être passer à une phase qui nous met en mouvement, un peu plus positive, ou voir comment bah, on peut mettre en lumière ces résistances féministes. Et les alliances, voilà, tu as commencé un petit peu à en parler sur bah, comment se saisir aussi de ces enjeux intersectionnels qui sont pas simples, qui peuvent être parfois, et tu l'as dit, instrumentalisés aussi ou mal utilisés. Mais voilà, comment maintenant on peut mettre en lumière ces résistances féministes et les alliances aussi entre bah, chercheuses, ce que tu es, militante, et puis les personnes concernées aussi, et les OSC que nous sommes nous, enfin on est au croisement aussi entre tout ça finalement. Comment faire contre-pouvoir ensemble? Est-ce que tu peux nous partager des exemples peut-être un peu plus spécifiques dans tes domaines de recherche, de mobilisation féministe face au VIH-Sida et donc d'alliance entre finalement bah, des chercheuses, des personnes voilà, VIH positives et puis militantes. Euh, voilà. Heu, oui, alors, mais le 1er exemple qui me vient, c'est ACT UP. Alors il y a eu ACT UP Bruxelles, dont on a parlé assez peu, qui a été assez peu connu, qui a disparu, hein, depuis, hein, contrairement à ACT UP Paris ou New York, qui dans les années 90, bah, avait ce slogan, «Silence égale morte», pour vraiment, s'opposer à cette invisibilisation, des femmes dans l'épidémie, et avec des méthodes, bah, voilà, on connaît quand même ACT UP, c'est des méthodes, mais assez innovantes, à ce moment-là en termes de communication, les dying, avec donc des slogans chocs, avec ce triangle rose qui avait été repris. Donc c'était une mobilisation très très visuelle, et très efficace, alors que finalement ils étaient assez peu nombreux. Et ça, c'est vrai que des fois, ça fait du bien de se le rappeler, hein, que, en tous les cas, en Belgique, c'est un groupe qui n'a jamais dépassé la dizaine de personnes. Donc c'était vraiment une mobilisation très, très ciblée, mais d'une efficacité redoutable, hein, avec voilà, leur première intervention, c'est ils sont arrivés dans le JT du 20h et ils ont fait irruption comme ça, au journal télévisé. Et donc ça avait fait grand bruit. Hem mais donc pour dénoncer ça, dénoncer aussi d'ailleurs l'invisibilisation des lesbiennes dans la lutte contre le VIH. Ça, c'est autre chose qui a été un peu travaillé. Nous, la dernière, présidente d'ACT UP, Bruxelles, malheureusement décédée aujourd'hui, Ariane Gueluy, mais avec qui j'avais fait un long entretien, heu elle me disait voilà, comment les lesbiennes avaient complètement, disparu de la lutte contre le VIH, alors qu'elles ont été très, très actives, non seulement dans l'accompagnement de malades, mais aussi dans les mobilisations, plus politiques et notamment ACT UP, que ce soit à la New York, Paris
ou Bruxelles. Et ce qui est intéressant aussi avec ACT UP, c'est qu'à ce moment-là, il y avait l'idée de: «Nous sommes toutes et tous séropos». Il y avait une revendication d'identité séropositive, qu'on ne retrouve plus vraiment, aujourd'hui. Donc là, je parle plutôt, hein, des années 90, des années 90, au quand avant l'arrivée principalement des antirétroviraux, hem et avec, justement, c'était quoi l'idée? C'était d'abord de solidarité, mais au-delà de ça, c'était le refus des frontières. C'était le refus de hommes, femmes, hétéros, homos, séropos, séronègues. Non, nous sommes tous séropos et là, c'est davantage des autrices américaines, que ce soit Paola Treichler ou Cindy Patton, qui sont 2 grandes autrices américaines et qui disent: «Beh, à partir des années 90, hein, c'est là que ça émerge, cette question-là, où le VIH doit devenir un objet féministe et on doit refuser ces différenciations». Et donc presque on pourrait dire ces autrices-là, elles préfigurent les, les identifications queer qui vont justement, hein, refuser la binarité et essayer de faire, exploser, les frontières et et refuser la normalité aussi avec cette idée que le séropo serait le monstre, hein, bien sûr. Et donc c'est tout le retournement, des identités, stigmatisées. C'est ça aussi le geste, hein, c'est reprendre à son compte, des identités, stigmatisées, heu, mais les féministes aussi, dans ces années-là, qui vont s'emparer du VIH, ça va être aussi bien évidemment dans une question d'autonomisation sexuelle, et d'autonomisation sexuelle pour dire aussi: «Mais ça suffit que les femmes ne soient et que le corps des femmes ne soit appréhendé que, comme mère». Hein, et qu'à travers, la question, de la grossesse, parce qu'il y avait une surveillance, des femmes et des femmes enceintes, vivant avec le VIH, quand même très importante. Et donc elles étaient, enfin, il y avait une attention sur les femmes, soit quand elles étaient enceintes, soit si elles étaient, travailleuses du sexe. Et donc toute la question de l'autonomie sexuelle va être à partir, des années, 90. Ça va donner cette question des droits sexuels, hein, c'est-à-dire, ah bah, avoir le droit à une sexualité épanouie, c'est une première chose, mais aussi une sexualité consentie, hein, et donc, sans violence, et sans discrimination. Alors, en étant honnête, mais vous le savez très bien, hein, il y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Et donc cette histoire n'est pas si évidente que ça. Et il y a eu aussi, des débats, et il y en a encore aujourd'hui en Belgique, hein, au sein, des féministes. Qu'en Belgique, on a une nouvelle loi, depuis 2023, hein, où, le consentement est défini de manière positive, hein. Il y a un, viol, pas juste s'il y a, violence, contrainte et cetera, comme la loi française encore aujourd'hui, mais il y a viol si, la personne n'a pas consenti, à ce rapport sexuel. Et dans la même modification, donc c'est la grosse modification du code pénal sexuel qu'il y a eu, en Belgique, il y a eu aussi une, dépénalisation, du travail, du sexe, et avec une loi là encore plus récente, hein, en termes même de contrat de travail pour, les travailleuses et les travailleurs, du sexe. On sait que cette question-là est une question qui divise les féministes, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis ça dépend de quel féministe on parle, mais en tous les cas, à partir du secteur VIH, vu qu'on il y a une habitude de travail avec non seulement les travailleurs, travailleuses du sexe, mais avec les associations qui les accompagnent. Maintenant, il y a également, un syndicat, hein, des travailleurs et des travailleuses du sexe, et donc sont plutôt, soutiennent, plutôt la reconnaissance, voilà, ce type de loi qui permettent davantage hem, de protéger, ces personnes. Mais au-delà des débats, des fois des conflits, après les débats, c'est plutôt sain, les conflits pas toujours, hein, et surtout,
tu l'as rappelé en introduction, je crois que dans le contexte dans lequel on est, bah, vaut peut-être mieux qu'on soit attentive et attentif à resserrer les forces plutôt qu'à se battre, entre nous. Heu, Même si quand on voit, voilà, nouvelle loi aussi en Grande-Bretagne, hein, qui revient à une définition, presque traditionnaliste du sexe et ça a été demandé par des féministes. Bon, c'est un petit peu déplorable, mais voilà, c'est comme ça. Mais effectivement, on est quand même plutôt dans un contexte où les attaques sont telles qu'il vaut mieux se concentrer sur, les alliances possibles, heu et bah, bien sûr, les alliances sont fondamentales et là aussi, la lutte contre le sida, je trouve, a des choses à nous apprendre, heu et ACT UP aussi d'ailleurs. ACT UP au départ, c'est, enfin je ne sais plus exactement l'acronyme, mais dans leur acronyme, le C, c'est pour les coalitions. Hein, c'est l'idée justement de faire des coalitions, hein, et qu'il y ait pas une asso pour, les gays, une asso pour les toxicomanes ou les usagers de drogue, une asso non, c'est que justement direct, on fait coalition et puis au-delà de cette coalition, c'est les alliances entre, les personnes concernées, les professionnels de la santé et les politiques et donc là, c'est toute la bataille pour la reconnaissance de la figure du patient expert, hein et le patient n'est pas juste là, malgré l'étymologie du terme, hein, patient, quand même dire, on ne fait rien, c'est très passif, hein. C'est intéressant comme terme, mais que justement, le et la patiente soient reconnus. Donc là, on peut penser à Daniel Defer qui a été très important dans cette histoire, au niveau international et donc le fondateur de AID, suite à la mort de Michel Foucault, mais aussi de manière internationale, c'est les principes JIPA, donc pour la participation, des personnes, des personnes vivant avec le VIH. Heu, mais pourquoi? D'abord, bien évidemment, c'est, la volonté de rééquilibrer, l'inégalité de cette relation entre, médecin, versus, patient et dans une volonté de se réapproprier son corps, de se réapproprier sa santé, donc de pouvoir, dialoguer, avec ce médecin, de pouvoir consentir ou pas, hein, à ce que, le médecin, propose. Mais au-delà de ça, c'est, le patient expert, enfin cette figure comme ça du patient expert ou du patient réformateur, enfin bon, il y a plusieurs, dénominations. C'est qu'aussi, bah, entendre sa parole, c'est améliorer les connaissances. C'est aussi grâce aux patients qu'on a pu se rendre compte des effets secondaires des antirétroviraux. C'est aussi, voilà, à partir d'eux qu'on se rend compte, notamment en termes de douleur ou de fatigue, encore aujourd'hui. Heu heu, Ce qui se joue de la vie avec le VIH, surtout aujourd'hui, de la vie au long cours, hein. On est avec une population, vieillissante comme l'ensemble de la population, mais voilà, maintenant on est aux 40 ans de la lutte contre le VIH/SIDA. En Belgique aujourd'hui, on a plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH qui ont plus de 50 ans. Donc il y a aussi tout un savoir, heu et donc ce savoir expérientiel, est tout à fait fondamental, à prendre en compte, dans voilà, cette perspective, non seulement que le patient acquiert une plus grande autonomie, mais aussi et que ce soit du point de vue du médecin, mais du point de vue du chercheur aussi ou du point de vue du politique, eh bien, c'est tout à fait ça devrait être incontournable. Alors le problème, à nouveau, c'est qu'il faut aller au-delà des effets d'annonce, hein. Et oui, ça c'est comme pour tout, hein. On dit: «Si, si, oui, oui, enquête participative» où c'est, heu, on a fait participer, les personnes concernées et puis finalement, on leur a soit laissé un rôle de témoin, soit on les a fait intervenir en bout de course, quand tout est déjà, bien décidé et on leur demande: «Est-ce que vous validez?» Est-ce que vous validez l'ensemble? Bon, ça c'est des procédés assez, assez courants, heu
Mais, là aussi, bah, voilà, les féministes ont été les premières, hein, à dire, «Mon corps, mon choix» et à faire valoir, les questions d'auto-santé, questions voilà, la nécessité de s'approprier les savoirs sur son corps, pour mieux se connaître, pour garder en autonomie, mais aussi pour pouvoir, influer sur les décisions, heu nous concernant et après de manière plus générale sur les politiques, sur les politiques en place. C'est la fameuse phrase: «Tout ce qui se fait, pour nous, sans nous et contre nous». On ne sait pas trop qui l'a dit. Certains disent c'est Nelson Mandela, bon ça c'est pas peu importe, elle est intéressante et on l'entend encore beaucoup, et généralement, chez des groupes, minorisés, heu, mais heu et là, là-dessus, c'est à nouveau, c'est pour faire référence, parce que j'entendais il y a pas longtemps autour de MeToo, qui serait libération de la parole, hem et je ne sais plus qui dit, je crois que c'est Camille Froidevaux-Métry, mais peut-être là, je fais une erreur, excusez-moi. Je sais plus qui c'est, mais c'est une libération de la parole, mais c'est surtout une libération de l'écoute, parce que c'est pas tant qui parle, c'est qui écoute et qui prend en compte. C'est ça aussi, c'est pour la première fois, parce qu'il y avait des femmes, ça faisait longtemps quand même, hein. C'est pas tout à fait nouveau cette histoire-là, sauf qu'on les écoutait pas ou on les entendait pas. Hem, donc c'est ça, ces alliances sont nécessaires, on en a, besoin, mais il faut prendre à la fois conscience des rapports de pouvoir et moi y compris, je veux dire la recherche aussi peut l'être, parce que qui parle, mais qui écrit et qui publie, c'est ça a aussi des enjeux donc voilà en termes méthodologiques, ça peut avoir, heu, des implications. Hem Et puis peut-être pour terminer sur cette question-là, hem, alors bien évidemment le savoir expérientiel, ou comme je viens de le dire et de l'affirmer, est tout à fait fondamental, heu et en même temps, ça ne devrait pas être une exigence, pour les patients. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, les savoirs expérientiels, c'est pas juste expérimenter quelque chose. C'est expérimenter quelque chose et donc sur soi, mais réussir à en faire quelque chose avec les autres. C'est-à-dire pour être un patient expert, eh bien, il faut être aussi en capacité, heu, de prendre de la distance avec sa propre expérience, de pouvoir la mettre en mots, de pouvoir la partager et donc tout ça, c'est un ensemble de compétences et d'abord ces compétences sont inégalement réparties et ensuite, bah, il y a des gens qui ont pas envie. Hein, et là, c'est plutôt les travaux de Catherine, Tourette-Turgis, qui parlent de surresponsabilisation des patients. C'est-à-dire donc, non seulement on doit vivre avec une pathologie aujourd'hui, parce que généralement, c'est les malades chroniques, hein, à qui on demande, ça, que ce soit, les patientes vivant avec le VIH ou avec d'autres pathologies. Mais en plus, on doit être un patient responsable, quoi. On doit être un patient qui connaît parfaitement, sa pathologie, qui prend ses traitements, tous les jours, qui comprend le langage médical, hem, qui sait instaurer un dialogue et cetera et donc bah, en tous les cas, pour certains, ça peut être une contrainte supplémentaire. Hein, c'est un peu comme aux chômeurs, on va leur demander: «Bon, vous êtes chômeur, mais en plus, hein, vous devez, activer vos droits au chômage, donc vous devez développer un projet, enfin, vous devez être actif dans votre chômage et vous devez être responsable, hein, de ce qui va se passer par la suite», sans tenir compte des inégalités structurelles majeures et que malheureusement parfois, le ou la patiente, avec la meilleure, volonté, bonne volonté du monde et même qui fait, l'effort de s'informer, de se documenter sur ce qu'est la pathologie et cetera eh bien, on n'aura peut-être pas toujours malgré tout, raison face, voilà, à un professionnel de la santé même si et notamment grâce aux luttes contre le VIH et aux luttes féministes et
à d'autres aussi luttes, hein, notamment, donc en Belgique, on a la LUS, la Ligue pour les usagers des soins de santé, donc c'est l'ensemble des maladies chroniques, qui ont fait valoir les droits du patient et on a des lois aujourd'hui, hein, qui garantissent, qu'il doit y avoir, un consentement, du ou de la patiente, sauf bien sûr s'il est, inanimé. Enfin bon, pour tous les soins, il y a le droit de choisir son professionnel de la santé. Enfin, voilà, ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Alors, on pourrait en discuter longtemps aussi sur les limites, mais enfin, en tous les cas, on a aujourd'hui un cadre juridique quand même qui permet et qui est le fruit de toutes, ces luttes-là. Merci, merci beaucoup pour tous ces apports et éclairages. J'ai encore pu prendre plein de notes, d'idées d'autrices. Cette question de la valorisation des savoirs expérientiels, c'est aussi quelque chose qui nous anime beaucoup, à Equipop dans le cadre de plusieurs projets qu'on mène dans différents pays où on accompagne l'outillage notamment de jeunes qui vont ensuite collecter des données dans des centres de santé, échangent avec les prestataires de santé, avec tout un travail voilà, que tu évoquais très justement de questionnement sur les rapports de pouvoir, les privilèges des uns et les autres pour pouvoir discuter de manière beaucoup plus horizontale. Et, j'ai trouvé très intéressant aussi enfin, le point d'attention que tu soulevais aussi sur la surmobilisation, surresponsabilisation, pardon, du patient. Voilà, le fait que bah, on n'a pas toujours envie et puis parfois aussi peut-être c'est pas possible. On a voilà, évoqué tout un tas de profils aussi de patients très différents et donc beaucoup extrêmement enfin voilà, vivant dans des situations et subissant beaucoup de discrimination, d'oppression, etc. Donc voilà, on n'a pas forcément non plus ce temps réflexif d'échange avec les prestataires sur son vécu dans le parcours de soins. Mais je Mmh. trouve que c'est très intéressant et je crois savoir que maintenant, ça se fait aussi beaucoup, tout ce travail-là qui est, enfin, comme tu l'as dit, hein, je crois, à l'origine déployé dans le cadre du VIH-Sida, mais même avec le cancer, enfin, il y a une unité de soins à Marseille. Alors, j'ai le nom d'une chercheuse, Séverine Carillon, qui est anthropologue de la santé, qui travaille Mmh. pas mal là-dessus, avec des patients experts. Alors, j'ai beaucoup aimé le terme de patient réformateur. Je trouve que là, ça les met vraiment. Le terme d'expertise, c'est vrai que pour qui que ce soit d'ailleurs, hein, bon, on se dit toujours, OK, expert de quoi, jusqu'où et tout ça, mais réformateur, il y a vraiment un côté. Voilà. C'est Daniel Defer ça, je pense, le patient réformateur. Oui, non, mais Ouais, ouais. d'accord, bah, je regarderai, mais c'est vrai qu'il y a un truc de mise en mouvement un peu intéressante, quoi. Mmh. De faire ensemble aussi, et voilà, et c'est intéressant de voir comment ces dynamiques issues du VIH, après, sont remobilisées aussi dans le cas d'autres pathologies, mais avec effectivement les points d'attention que tu évoquais. Alors, j'essaye de me relire, mais Et j'ai peut-être assez bien. juste, Oui, je je me t'en rends prie. compte parce qu'en t'écoutant, donc effectivement, il y a des patients, enfin les qui sont inégalement capables de prendre cette fonction-là. Et je disais, il y en a qui ont pas envie parce que quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans les discours des patientes et des patientes, beaucoup, m'ont dit, «Je ne veux pas être réduit au VIH». Bien Et sûr. donc aussi, bah, s'engager là-dedans, des fois, c'est être à chaque fois renvoyé au virus. Et il y en a aussi certains, ils disent: «Voilà, moi, c'est juste mon traitement, c'est déjà» alors Oui, c'est c'est moins bien, il garde lourd déjà pas qu'avant, mal de temps. Ouais, ouais, ouais. voilà, mais c'est quand même encore tous les jours, même si on a des perspectives de traitement injectable tous les 6 mois. Mais voilà, ça suffit. Je veux pas que ça prenne plus de place Mm. que ça. Donc il y a aussi ça. Voilà, juste pour, rajouter ce Ouais, non, mais tout à fait. Et du coup, l'analogie que tu faisais avec le chômage est intéressant à ce titre-là aussi, je trouve, d'être réduit au fait d'être chômeur ou actif. Et puis, euh, alors que, bah non, et heureusement on est tout un tas d'autres choses. mmh, Donc, ça s'entend aussi tout à fait. J'ai trouvé aussi très intéressant tout ce que tu disais sur finalement sur la recherche, la posture, qui écrit, qui parle, et puis aussi au-delà de ça, qui est financé.
Mmh. parce que quand même et qui a la crédibilité aussi. Mmh. Et puis peut-être, voilà, je vois que le temps tourne, donc pour qu'on ait un peu de temps pour les questions-réponses. Hem, Justement par rapport à voilà, à ton le fait que tu sois au croisement de la recherche et puis du militantisme sur ces enjeux-là et tout ça, comment tu vois ton rôle finalement? Alors, ça a été évoqué, hein, bien sûr, en filigrane de tout ce que tu as pu raconter, mais finalement, avec le contexte actuel, et si on peut rêver un peu un avenir plus, un autre imaginaire, plus juste, voilà, plus positif. Finalement, ce rôle de chercheuse militante sur ces enjeux-là, comment dans ton idéal il pourrait s'incarner finalement? Mmh. Toujours dur de raisonner avec un hypothétique, un hypothétique idéal. Hem, Écoute, difficile, j'avais pas réfléchi à ça, comment idéalement, hem, mais peut-être que, c'est à la fois travailler avec les personnes concernées et ce dès le début, comme je disais, hein, pas en fin de course. Donc, par exemple, moi, ma posture de chercheuse, c'est, bah, dès le début, voir, bah, quels sont les besoins, c'est-à-dire, alors moi, en tant qu'anthropologue, il y a une habitude de quelque chose d'assez intuitif, en fait. On va voir les gens, voilà, mais pas arriver déjà avec, un certain nombre d'hypothèses, fermées et voilà. Hem Et donc dès le début, en amont même du début de la recherche pour la définition de la problématique et de, bah, ce sur quoi on va travailler, bah, déjà aller voir un peu les personnes concernées, pour voir où sont leurs besoins et puis après, mais ça c'est toutes les démarches communautaires, hein, comment travailler, avec les communautés ou les personnes concernées parce que personnes ne font pas toujours communauté non plus. Enfin bon, il y a aussi heu, des débats autour du terme de communauté. Hem, mais donc pour pouvoir vraiment, construire en fait, cette alliance, tout au long de la recherche, avec les questions éthiques au centre, hein, aussi comment, quand on disait qui parle et qui publie, bah, souvent les chercheurs font parler, hein et bon ça c'est le jeu, font parler leur enquêté, mais comment bien respecter leur parole? Comment être sûr que, justement ils ont consenti à ce que cette parole soit partagée? Donc ça c'est des questions éthiques, fondamentales, dans la recherche. Hem Après, ça c'est ce que je dis plus souvent à mes étudiants et mes étudiantes, c'est, bah, vous allez vous demander du temps aux gens, bah, voyez aussi en retour, enfin, parce que souvent, les chercheurs, on parle même, d'extractivisme aujourd'hui, hein. C'est-à-dire on va prendre le savoir, on pompe le savoir, des autres et en retour, il se passe rien, ce qui fait que certains demandent même maintenant une rémunération, hein, pour un entretien, pour contrer cette dynamique très, très, heu, inégales, de distribution, des savoirs et comme tu le disais, hein, qui aussi est financé, heu pour ça. Mais je crois que c'est surtout, faut penser ensemble, heu, alors il peut y avoir des rétributions matérielles, mais aussi des rétributions sur, bah, voilà, justement, si, dès le début, on a posé la question: «De quoi, vous avez besoin et comment moi, mes recherches peuvent, à un moment donné, être, heu» alors utiliser, j'aime pas trop ce terme-là, mais enfin, en tous les cas, appropriés et peuvent servir d'une manière ou d'une autre, aux personnes concernées, aux personnes enquêtées, enfin sur lesquelles, en tous les cas, la recherche est menée, ça me semble, oui, nécessaire et qu'on devrait aller, vers des recherches, de plus en plus systématiquement de ce type-là et au-delà de juste demander à un comité éthique qui va simplement s'assurer de, voilà, on va remplir un formulaire de consentement, on signe et puis c'est tout. Mais pour moi, les enjeux éthiques ne se situent pas là, se situent vraiment sur un une co-construction beaucoup plus, régulière et importante aux différentes étapes, de la recherche, heu et après, alors ce qui est délicat, hein, où là on est plus sur
sur une crête qui est des fois difficile à saisir. Hem, c'est qu'à la fois, donc je suis une chercheuse avec comme, et ça je l'assume tout à fait, et en même temps le positionnement de la chercheuse et de la militante ne doivent pas être confondus. C'est-à-dire en même temps, à ce moment-là, dans ces fonctions-là, on n'est pas situé au même endroit, et je trouve que c'est important de ne pas les confondre. Tout en pouvant faire une recherche, bien évidemment, comme j'ai dit, une recherche située, et moi les savoirs situés sont un des instruments pour que, le chercheur ou la chercheuse objective, en fait, sa position, son positionnement dans le champ et vis-à-vis, des enquêtés. Mais l'objectif de la recherche, ça reste d'analyser, de comprendre et de faire comprendre, jamais de convaincre. Si un chercheur essaie d'être dans la conviction, c'est pas un bon chercheur pour moi. Donc c'est là où la crête, vous voyez, et des fois, ça peut être difficile à faire comprendre, mais là, ça part, enfin voilà, il y a des méthodologies, il y a une rigueur, qu'on doit avoir, sur nos méthodes de collecte des données, hein, que ce soit à partir de travail de terrain, à partir d'entretien, à partir de méthodes quantitatives. Il y a voilà, tout un ensemble méthodologique, c'est pas le moment là de revenir là-dessus. Mais voilà, je trouvais que c'était aussi important à dire que par contre, pour moi, hem, les positionnements, et je pense que tout le monde gagne à ce que ce soit clarifié. Et quand on parle d'un point de vue de la recherche, c'est ce que nous disent les données de recherche. Et des fois, ces données de recherche, elles vont à l'encontre de ce qu'on aimerait dire. Et ben, en tant que chercheur, on doit les dire. Voilà, et on doit voir, on doit pouvoir être étonné: «Ah tiens, ça, je m'attendais pas à ça». Sinon on fait pas de la recherche, on fait autre chose. Heu, enfin voilà. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Ça va? Si, si, merci beaucoup, avec, pareil, enfin, voilà, plein d'outils, plein de questions sur les positionnements et tout ça. Je trouve que c'est très intéressant et ce dernier point, ouais, cette, comment dire, distinction ténue et pour autant nécessaire que tu fais entre peut-être enfin, la position recherche militante ou en tout cas le fait qu'il y a un moment pour être situé dans... Enfin, je me permets de reformuler, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu voulais dire, mais je l'ai compris comme ça. À un moment donné, on est situé dans l'un et puis peut-être un autre moment dans l'autre et c'est pas totalement les mêmes objectifs, même si, bon, en général, nos objets de recherche ne sont pas, sont rarement des hasards et ne sont pas neutres et sont Tout aussi, à fait. voilà, le fruit de Mmh. cette militance. Mais ouais, cette question nous a pas mal occupé à un symposium que Equipop avait organisé il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant avec une quarantaine de militantes et chercheuses féministes une quinzaine de pays. On avait fait ça à Cotonou, c'était sur les questions de droit et santé sexuelle reproductive. Et justement, enfin, une des questions un peu transversales qui est revenue à plusieurs moments, c'était bah, est-ce que quand on fait, on est chercheuse sur les enjeux féministes, on est forcément militante, enfin jusqu'à voilà, jusqu'à quel point la ligne de crête, comme tu dis, entre les deux voilà, s'observe et à quel moment on est d'un côté et de l'autre, le fait d'utiliser aussi des outils méthodologiques issus des pensées féministes avec des grilles d'analyse féministes qui permettent beaucoup plus d'horizontalité aussi dans la collecte de données. Voilà, tout ça, je trouve que c'est Mmh. vraiment très, très intéressant. Non, mais merci, merci beaucoup pour ce partage. Alors, je vois que l'heure a pas mal tourné. On avait encore quelques questions, mais bon, on se les gardera si à la fin on a le temps sur les théories féministes du corps. Mais sinon, je vois que Marion, et un grand merci à toi. Voilà, partage les titres des articles, des ressources, donc on pourra aussi faire référence au titre de tes articles sur ces sujets-là plus spécifiques si on n'a pas le temps d'en discuter. Donc, pour laisser un petit peu de temps aux questions de la salle. Je ne sais pas si les personnes veulent poser directement leurs questions ou pas. Sinon, je peux faire la porte-voix ou Marion, comme vous le souhaitez. Il y avait Tatiana qui avait une question. Je ne sais pas si Tatiana est encore avec nous et souhaite poser sa question.
Alors, il faut que vous leviez la main et que je vous ouvre votre micro. Ah, super. Bonjour, on m'entend? Oui, Oui, très bien. Bonjour à tout le monde. J'avais une première question. En fait, j'avais demandé, pardon, il y a les ambulances qui passent, je ne sais pas si ça gêne. Pourquoi les femmes afrodescendantes n'ont pas accès à la PrEP en continu, enfin, n'ont accès qu'à la PrEP en continu et pas à celle à la demande? À un moment donné, il y avait eu ce propos-là. Et je ne savais pas aussi si c'était uniquement en Belgique ou c'était quelque chose qui était le cas partout où la PrEP est disponible. je réponds tout de suite ou je prends plusieurs questions? Marion, qu'est-ce que t'en penses? Il nous reste une quinzaine, Je pense vingtaine qu'on de peut minutes. déjà répondre à celle-ci. Oh, Et il y en a une deuxième qui a été posée, on la prendra après. d'accord. Euh, alors, pourquoi, par rapport à la PrEP en continu versus PrEP à la demande, hem, alors c'est pas spécifiquement les femmes afrodescendantes, là, c'est l'ensemble des des femmes. Hem Alors parce qu'on estime qu'il y a, alors il y aurait des questions, biologiques, hein, du fait, du traitement qui n'est pas absorbé, exactement de la même manière par les corps. Et comme je le disais, en fait, c'est surtout, pour une question d'adhérence parce que les essais, pardon, qui avaient été faits, alors sur la distribution des essais, c'était aussi intéressant, hein, où les essais, sur, les hommes et les hommes gays étaient principalement, dans le nord global et les essais, sur les femmes dans le sud et principalement en Afrique subsaharienne. Où là, il y avait une moindre, les essais constataient donc une moindre adhérence, des femmes au traitement, mais sans du tout prendre en compte les contextes de vie, hein, de ces femmes. Donc c'est ça le problème, c'est que ces grands essais, alors on voit, bah, tiens, elles le prennent pas tous les jours et donc on a estimé que ça allait être, plus complexe et moins efficace, pour elles, de faire cette PrEP à la demande et qui effectivement est là pour tout le monde et très, très complexe. C'est vraiment, ça demande, hem, ça c'est Kane Weiss, un sociologue australien qui a travaillé là-dessus. Il parle de management viral, hein. Il montre comment, bah, il faut savoir dans 3 jours, j'aurai un rapport sexuel quand même. Donc il faut un degré d'anticipation et de maîtrise de son agenda sexuel, assez important. Puisque donc c'est 3 jours avant, puis quelques heures, puis le lendemain, enfin, bon, j'ai plus exactement les dernières, précisions du schéma, de la PrEP, mais mais voilà, donc effectivement, là, on reste sur, une PrEP à la demande, qui n'est pas proposée aux femmes. Bon, quand je dis de toute façon, on est sur, 1 hein, donc les femmes prennent encore très, très peu, de toute façon, la PrEP. Donc après, oui, là, je parle du contexte belge. Je vous avoue, je veux pas trop m'avancer, je ne suis pas certaine pour la France. Hem, J'aurais tendance à dire qu'il y a également des schémas, différenciés, mais il faudrait voilà, ça je si quelqu'un, j'allais dire dans la salle, enfin ou en tous les cas dans l'audience, c'est cela, mais voilà, je veux pas trop m'avancer pour les autres pays. Ok, merci. Je ne sais pas si je peux reprendre la parole. Oui. On va juste prendre la question de... On prendra votre deuxième question juste après, Tatiana. Ok, merci. Alors, on a une question d'Arthur. Est-ce que vous voulez la dire à l'oral? Si oui, levez la main. Et sinon, je vais la lire. Je peux ouvrir moi, attends.
Alors, toutes mes excuses, je la retrouve. C'est une question adressée à nos panélistes. Tenant compte de vos expériences professionnelles dans le genre et féminisme et santé, comment pouvons-nous prévenir le VIH dans un contexte de crise humanitaire où les femmes et filles sont victimes de violences basées sur le genre euh, dues au conflit armé ici à l'est de la RDC et particulièrement dans la ville de Bukavu? Vos orientations sont très importantes dans le cas de notre contexte actuel. Question difficile. Hem, comment y répondre? Oui, et bien évidemment que les contextes, de guerre, et là comme il y a actuellement, donc en RDC et particulièrement à l'est, les le contexte de violence et donc de violence sexuelle, important, heu, complique singulièrement, la lutte contre le VIH et contre l'ensemble des IST, d'ailleurs et contre les mutilations également. Donc c'est une question très difficile, c'est une question très difficile et comme, heu, la personne l'a précisé dans un contexte de rupture de budget, ça complique singulièrement, la lutte. Ben, on avait, semaine dernière parce qu'on a un projet, alors pas moi, mais ma collègue Sarah Demar a un projet notamment avec, la RDC, hem et on accueillait semaine dernière des collègues, infectiologues, de Kinshasa. Et je leur demandais est-ce qu'ils voyaient déjà les effets, de l'arrivée de Trump et de la rupture des budgets. Ils me disaient: «Mais oui, on l'a vu très vite, sur l'accès à la PrEP et sur l'accès même aux antirétroviraux, là, pour les personnes, diagnostiquées séropositives». C'est une catastrophe, on le sait alors, parce que oui, c'est aussi une question financière, tout ça. Alors après on peut dire oui, mais même la prévention, pouvoir faire des campagnes de prévention, bah, c'est aussi, c'est aussi des financements. Après, au-delà des questions de financement, la question des violences sexuelles, c'est une question très large. Il y a beaucoup de les féministes, alors même dans un contexte de paix, on a encore du mal, on le voit aujourd'hui, on se rend compte en fait depuis quelques années de l'ampleur, heu, des violences sexuelles. Donc c'est très compliqué, bien évidemment dans un contexte de raréfaction des ressources et dans un contexte de guerre, heu, voilà après il f ce qui est difficile, c'est qu'on ne doit pas désespérer non plus, hein. Il y a eu une thèse passionnante là de Léo, Manache, défendue récemment, hein, sur, il parle de découragement, hein, du découragement des militants. Et là, notamment, c'est des militants, militantes, pour la cause des sans-papiers, en France et au sein de l'association AIDE. C'est très difficile de ne pas se décourager quand on a des politiques d'une telle violence, et là je parle même pas dans un contexte de guerre. Donc c'est voilà, essayer de garder, cette solidarité internationale, ça peut être un premier pan, mais bon là, est-ce que les Européens vont pallier aux ruptures de mmh, ouais, mais voilà, c'est une question tout à fait fondamentale, mais enfin, je me sens assez incapable à d'y répondre, comme ça rapidement. Enfin voilà, les enjeux sont énormes. Donc désolée de mais voilà, je pense si on pouvait rapidement y répondre, ça oui, parce que même, hein, on estimait la fin du VIH en 2030, hein. On se rend compte que ça va quand même être compliqué, heu, mais voilà.
Merci Charlotte pour ces éléments de réponse. C'est une question effectivement qui est très difficile, comme tu le soulignais. Ça rajoute un contexte extrêmement lourd, fragile à une situation qui est déjà en soi assez compliquée. Mais je crois que tout au fil finalement de ta présentation, même si on ne s'inscrivait pas dans ce contexte spécifique des crises humanitaires, finalement, voilà, il y a à la fois pas mal d'exemples très concrets de parcours de vie et de concepts qui peuvent être mobilisés aussi pour finalement être dans peut-être des approches beaucoup plus holistiques aussi de la santé, pas dissocier le VIH des DSSR et des violences sexuelles et sexistes, remettre aussi les personnes concernées au cœur du système, ça t'en a beaucoup parlé, avoir une posture en tant que prestataire de santé, chercheur différente, enfin, clairement différente. Voilà, donc c'est pas du tout des propositions spécifiques à ces situations de crise humanitaire, c'est très très loin d'être suffisant comme tu l'as dit, mais je crois que c'est des manières de faire aussi, des modes d'action qui dans ces contextes enfin, exceptionnels au sens de grave et de rare sont aussi importants à penser. Alors Marion, je vais te redonner la main parce que je vois qu'il y a pas mal de questions et de commentaires qui arrivent encore dans le chat. Peut-être voilà, on se donne encore 10-15 minutes maximum, 10 minutes, et puis comme ça, on a 5 petites minutes pour clore. Ça marche, Sarah. Je vais lire peut-être 3 questions de plus, peut-être juste avant des réactions, notamment Sophie. Moi, je pense justement que la recherche est intéressante dans le sens où pour un même sujet de recherche, on peut avoir des résultats différents quand on change de lieu, de cible ou même de période. Les éléments ou alors conclusions partagées aujourd'hui par Madame Pézéril m'ont ouvert l'esprit sur des recherches que je pourrais mener à mon niveau dans un contexte africain avec réduction des financements. Euh, je vais enchaîner sur peut-être 3 questions et on va arrêter d'en prendre. Il y en avait une deuxième de Tatiana, je me permets de la lire directement. Plus de 90% des projets financés par l'USAID ont été stoppés par Trump, ce qui a forcément un impact sur la lutte contre le VIH. Quels moyens et outils sont actuellement en œuvre pour réussir à limiter l'impact négatif et préserver la santé de tous et toutes dans le contexte international? Quel rôle peuvent jouer les chercheurs et chercheuses dans un tel contexte également pour que la réflexion aide à l'action sur le terrain? Donc ça, c'est une première question. J'ai une question aussi de femme. De quelle manière le militantisme des jeunes femmes peut-il renforcer la prévention du VIH et la prise en charge des adolescentes et jeunes vivant avec le virus, notamment dans les contextes marginalisés? Et Comment j'en le avais une troisième et ce militantisme? sera la dernière que je donnerai, Mmh. même sur quelques semaines, et n'empêche pas les autres IST. Que sait-on des mutations virales possibles sur cet usage répété occasionnel? S'il y a besoin de les relire à un moment donné, je le ferai. Charlotte, n'hésitez pas. OK, merci. Oui, je suis pas sûre d'avoir tout entendu. Peut-être juste dire sur les mutations virales, je ne suis pas virologue, donc je suis anthropologue. Donc vraiment ça, je laisse, voilà, des collègues, virologues, répondre, à ces questions. Alors oui, la PrEP n'empêche pas les IST, c'était la grande frayeur. Au début, c'est ça qui a fait que, ça a mis des années à être accepté. On avait très, très peur, de cela. Effectivement, la PrEP ne protège que, du VIH. Hem Mais en tous les cas, en Belgique, les PrEPeurs, comme on les appelle, vu que
presque que des hommes, hein, on peut dire les préppeurs, en fait, ont un suivi médical très, très régulier, très resserré, avec des visites tous les 3 mois, avec des tests d'IST très réguliers et donc ce suivi médical fait que, alors même si on constate une augmentation des IST, mais pas le lien avec la PrEP n'est absolument pas, hem, enfin en tous les cas n'est pas systématique et dans le cadre belge n'a pas été prouvé, hein. On constate de manière générale, une augmentation des IST, mais, hem, dans des populations de toute façon qui sont pas, on va dire en population générale. Hem Et pour, les populations, donc là principalement les HSH, hein, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, donc qui demandent, et qui ont accès, à la PrEP ou, les travailleurs et les travailleuses du sexe. Donc le pourcent de femmes qui a accès à la PrEP, en fait, ce sont des travailleuses, du sexe, principalement des femmes trans. Hem Et bien, le fait de, ce suivi médical, régulier a, d'une certaine manière, amoindri, le risque d'IST, sans l'annuler bien évidemment. Mais, voilà, par rapport à ce qu'on pensait, hem, des effets de la PrEP. Ça, c'est une première chose. Alors sur les baisses des subsides, les moyens mis en œuvre pour les limiter, bah, à part les mobilisations, enfin, on n'en a pas beaucoup, hein, en ce sens que je disais, est quand même assez impuissant par rapport à ces décisions qui sont prises de manière tout à fait unilatérale, et d'une brutalité, sans nom, puisqu'il y a des ruptures de financement et ça entraîne aussi beaucoup de licenciements. Donc, il y a la question de, heu on va avoir des problèmes à l'accès aux antirétroviraux, que ce soit en préventif ou en curatif, mais il y a aussi un certain nombre d'emplois qui ont été, détruits et donc derrière des programmes, donc oui, c'est une catastrophe, j'ai pas à nouveau, pas de solution, savoir comment limiter à part, ben, voilà, alerter l'opinion, mais on voit bien que, hein, ça ne change pas grand chose. Hem Bah, le rôle des chercheurs, c'est notre rôle comme, rôle, c'est voilà, d'essayer d'objectiver la situation, là, je vous disais, bah, on a des collaborations avec des collègues au Congo, bah, ça va essayer de voir, bah, quels sont les effets très concrets, de ces ruptures, essayer de voir, voilà, ce que ça entraîne, sur le terrain et donc ensuite, bah, faire connaître ces résultats et à partir de ces résultats et bien, les associations pourront aussi, développer du plaidoyer. Là-dessus, notre rôle de chercheur est le même qu'habituel. Après, on a aussi un rôle peut-être, là davantage, et c'est ce qu'on essaye à l'ULB. Je sais qu'il y a d'autres universités qui se mobilisent, bah, d'accueil, hein, de chercheurs américains, heu, potentiellement qui ne peuvent plus, parce qu'on a parlé de l'arrêt des subsides, heu, à l'international, mais il y a aussi, hein, toute la menace pour la recherche, sur place avec, ces mots interdits, hein, comme si, heu, les mots n'existaient plus, on gommait le problème. Donc il y a eu, par exemple, tout un mouvement, parce qu'en plus ils ont effacé des données, hein. Donc il y a eu d'abord un premier mouvement d'un ensemble de chercheurs pour juste protéger les données existantes. Donc sur le VIH, des données épidémiaux, il y avait quantité de recherches, notamment sur les femmes trans, qui ont dû être vraiment mises à l'abri, hein, ces données-là de recherche. Et puis après, voilà, essayer de faire valoir ces données, nous de continuer, à travailler, même si, moi je me méfie aussi du discours, oui, bien sûr, heu Trump et ses acolytes, sont dangereux, enfin, ils le sont déjà, avec des effets, très concrets, hem, en termes de rupture d'accès aux antirétroviraux. Mais ce qui se passe en Europe n'est pas brillantissime non plus. Hem Et ce qui se passe dans certains, pays européens, mais voilà, il y a aussi des forces, anti-genre qui sont très, très puissantes,
et anti-migratoire. Voilà, on a un gouvernement belge qui veut encore compliquer davantage l'accès au territoire et la régularisation pour les personnes. Hem Et avec aussi, voilà, enfin tout ça se mêle. Donc nous, là, pour l'instant, en tant que chercheurs, c'est aussi défendre notre liberté académique, notre liberté de choisir nos objets de recherche, de choisir, notre vocabulaire. On pensait pas qu'on allait devoir se battre pour ça, mais visiblement oui. Donc voilà, le rôle des chercheurs, là-dedans, et que je disais après, voilà, faire connaître aussi, pas être juste dans nos universités. C'est ça là où les alliances pour moi sont importantes. Moi, je suis là aussi aujourd'hui, c'est faire connaître aussi ces résultats de recherche et pas être juste dans une espèce de tour d'ivoire, et à ne dialoguer qu'entre, chercheurs et chercheuses, universitaires, mais à sortir aussi, de l'université. Heu et pour la question sur le militantisme des jeunes femmes, je suis pas sûre de l'avoir bien entendu. J'ai cru comprendre Oui, l'importance, c'est ça du militantisme des jeunes femmes et des adolescentes, c'était ça? oui, 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 je peux la reposer, c'est de quelle manière le militantisme des jeunes femmes peut-il renforcer la prévention du VIH et la prise en charge des adolescentes et jeunes vivant avec le virus, pardon. Hem, alors là, il y a plusieurs choses, enfin, bien évidemment, enfin, c'est fondamental. Et j'irai dans 2 directions. Il y a une direction d'abord, des, jeunes femmes concernées, par le VIH, et là, c'est toute l'entraide entre pairs. Bien évidemment, c'est fondamental, qu'elles aient les espaces, pour se retrouver, pour en parler quand on sait. Certains disent aujourd'hui le VIH, c'est une maladie médicale, mais le plus dur, c'est pas ça, c'est le regard social. C'est une maladie sociale. Le stigmate est tellement fort qu'il est important pour les personnes qui ont un diagnostic, positif, au moins d'être dans des espaces, on peut dire safe, hein, ou en tous les cas, voilà, où elles peuvent se retrouver entre elles pour pouvoir parler de ça. Parce que j'ai pas eu l'occasion de parler de la disabilité, mais c'est aussi un enjeu encore aujourd'hui fondamental. Et il y avait une campagne que j'aimais beaucoup en Belgique, qui était: «Mais, je veux bien te le dire, mais est-ce que tu es prêt à l'entendre?» Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qui parle, mais qui écoute aussi. Parce que dire son diagnostic peut être compliqué, et à un âge où, bah, on est, un âge de découverte de la vie sexuelle, où, potentiellement, enfin, je sais que c'est aussi un enjeu majeur si, la personne veut se marier, donc quand on le dit, comment on le dit, enfin, c'est des questions très, très complexes, et donc il y a tout un travail probablement entre jeunes filles à faire entre elles pour s'entraider. Et là, il y a plein d'exemples, hein, dans divers pays de l'importance de ces dispositifs, et donc là, moi je dirais en non mixité, hein, parce que femmes ont besoin de se sentir, voilà, le plus à l'aise et le plus confortable possible. Et après, deuxième pan, et bien là, c'est la prévention. Toute la prévention, mais alors là, qui ne doit pas s'adresser qu'aux jeunes filles, qui doit aussi s'adresser aux jeunes hommes. Et donc, bah, la prévention des IST, mais on se rend compte, on a fait beaucoup de prévention, finalement, où on voyait la sexualité que sous les risques, hein. Donc soit on parlait soit le risque de grossesse, soit le risque du VIH ou des IST. Bon, on se rend compte aussi, peut-être essayer de faire une prévention un peu plus positive et avoir une appréhension un peu plus, positive, de la sexualité, et que la sexualité n'est pas que, alors oui, ça peut déboucher sur certains risques, mais voilà, a priori, réintroduire la notion de plaisir, me semblerait, voilà, une piste intéressante pour les jeunes, enfin pour les plus âgés aussi probablement, mais
Mais en tous les cas, pour voilà, celles et ceux qui sont dans cette étape importante de découverte, de leur sexualité, oui, pouvoir remettre bon, bah, bien sûr la notion à nouveau du consentement, mais heu, au-delà du consentement et voilà, du risque du viol, du risque de grossesse, du risque des ST, on leur fait peur quand même, hein, ben, un peu compliqué quand même pour s'engager dans la vie sexuelle. Mais voilà, moi j'aurais tendance à dire ça. Bien sûr, ce militantisme est fondamental et il est actif, enfin moi de ce que je vois dans plusieurs, mais voilà, en tous les cas, en Belgique, là, on a, une association qui travaille avec les jeunes et qui essaye justement, voilà, avec des choses plutôt rigolotes, et heu et où on parle aussi, de plaisir, parce que c'est aussi ça quand même, la sexualité, donc revenir un petit peu à cette notion-là et c'est bien si je termine là-dessus, sur le plaisir. C'était pas prévu, mais C'est ce que j'étais en train de me dire. On finit avec une touche hein? tellement positive. Là, c'est super. Non, mais merci beaucoup pour tout ça. Je me permets, ce que tu évoquais sur le partage de la sérologie me faisait penser à un article qui avait été écrit dans le cadre du projet Parcours, Mmh. justement, que tu évoquais au démarrage. Voilà, j'ai fait mon stage de fin d'études sur ce projet, donc je me suis dit, ah, Ah! trop bien. Voilà, qui avait été écrit par Julie Panetier. Alors, j'ai plus le titre exact de l'article, mais c'était Le secret quelque chose. Et c'était voilà, comment finalement ce partage de statut sérologique se fait, qui peut partager, bah voilà, exactement ce que tu disais, quoi, qui peut parler, comment on écoute, quand, puis toutes ces circonstances de révélation. Donc voilà, on vous partagera peut-être aussi cette référence et merci, un grand merci. J'aime beaucoup qu'on termine sur cette notion de plaisir, voilà, qui nous est chère aussi à Equipop quand on met en place des projets et on le voit très souvent. Enfin, je pense à notamment un projet au Sénégal sur lequel j'ai travaillé les années précédentes en étant à Equipop à Dakar et c'est pareil, on parlait toujours de comportement à risque et puis côté Equipop, on essaie de dire mais non, en fait, il faut aussi voilà, la sexualité, le rapport au corps, ça doit aussi et peut-être même avant tout être du plaisir. Et Mmh. donc c'est pas facile d'arriver à engager cette idée-là. Mais voilà, c'est super important, et effectivement, pour les jeunes et les moins jeunes. Euh, voilà, donc bah, un grand merci. Merci à toutes et à tous aussi pour vos contributions qui viennent enrichir le débat. On aura très probablement à l'automne prochain le prochain rendez-vous du cycle Féminisme et santé qui sera co-organisé avec Johanna Soraya Ben Amrouche, dont je parlais tout à l'heure, et Tsipora sur bah, les enjeux justement de violence médicale et tout un travail qu'elle porte pour mettre en visibilité là ces violences et notamment les questions aussi de racisme autour de ce sujet-là. Donc, on vous donnera la date dès que ce sera organisé. Voilà, encore un grand merci, Charlotte. C'était vraiment passionnant. J'ai hâte qu'on ait le 4 pages, qui peut-être fait parfois 6 pages, 8 pages, mais voilà, la synthèse. N'hésitez pas aussi, quand la vidéo sera diffusée sur le site d'Equipop, à la partager avec vos collègues qui n'auront pas pu être avec nous aujourd'hui. Et voilà, et bon appétit ou bonne fin de matinée selon votre fuseau horaire. Et je sais pas, Charlotte, si tu veux rajouter un dernier petit mot pour avoir le mot de la fin. Non, bah, un grand merci, c'est chouette, je vois des petits cœurs, ça fait plaisir parce que comme je vois pas, bah, voilà, ça c'est le souci d'être à distance et en même temps c'est génial parce que je vois il y a plein de gens un peu du monde entier donc je suis ravie. Encore merci pour l'invitation et merci à toutes et à tous, voilà, d'avoir suivi cette conversation.